Bienvenue à ce podcast sur l'ingénierie aquacole, où nous allons explorer les ajustements du pH dans les systèmes d'aquaculture. On va plonger dans le vif du sujet, notamment comment le pH affecte la croissance des poissons et crustacés. C'est fascinant et aussi crucial de comprendre comment gérer le pH, surtout quand on parle de sites où l'eau douce peut être trop acide ou subit des fluctuations dues, à une faible capacité tampon. Exactement. Et on voit qu'en aquaculture, maintenir une stabilité du pH est vital pour éviter des dégâts aux branchies, à la peau et même aux yeux des poissons. Un pH trop bas peut même entraîner des pertes de nutriments essentiels, ce qui peut compromettre la santé générale des élevages. Oui, on parle souvent de la mesure du pH qui est définie sur une échelle de 1 à 14 avec 7 comme neutralité. Chaque unité change l'acidité ou l'alcalinité par un facteur de 10, c'est bien ça? Oui, en effet. C'est intéressant parce que la mesure réelle repose sur le logarithme négatif de la concentration en ions hydrogène dans l'eau. Et ça, en gros, nous permet de comprendre la dynamique de la solution. Par exemple, en présence d'un acide, on va avoir une concentration élevée en H+. D'ailleurs, la capacité tampon de l'eau, qui est essentiellement sa capacité à neutraliser les acides et les bases, devient déterminante pour éviter des inconnues fluctuations du pH, surtout dans des zones affectées par les pluies acides ou des systèmes en réutilisation d'eau. Exactement. Quand on parle d'eau de basse alcalinité, le pH fluctue facilement et cela peut entraîner la formation de complexes métalliques toxiques, comme avec l'aluminium. Oui, sur ce point, la toxicité des complexes d'aluminium existe et c'est encore plus déplorable que le pH lui-même ne soit pas létal directement, mais qu'il facilite la transformation de ces complexes en formes beaucoup plus toxiques pour l'organisme, notamment par la perturbation osmotique des cellules. Exactement. On a vu que le pH optimal se situe souvent entre 6,5 et 9,2, et pour le cas précis de l'aluminium, les formes non toxiques se trouvent entre 6,5 et 6,8. C'est là que le calcium joue un rôle protecteur pour les branchies, en aidant à réduire les effets néfastes de l'acidité et de l'aluminium. Intéressant, mais n'est-ce pas un peu simplifié de dire que le calcium suffit pour compenser tous les problèmes de toxicité? Je pense qu'on doit être prudent, car dans certains cas, la provenance des ions métalliques peut imposer des défis supplémentaires, non? Tu as raison, il faut faire attention. Le calcium et le magnésium contribuent à l'augmentation de la dureté de l'eau, et même si une eau dure peut accompagner une bonne alcalinité, ce n'est pas automatique. Parfois, la dureté peut être basse même quand l'alcalinité est stable, selon la composition minérale exacte. C'est donc un équilibre délicat à maintenir. Parlons maintenant des méthodes d'ajustement du pH. Oui, pour ajuster le pH, la méthode la plus commune consiste à éliminer les ions H+ libres en ajoutant des composés basiques. Par exemple, on peut utiliser des hydroxydes comme l'hydroxyde de sodium ou des composés carbonatés comme le carbonate de calcium. Ouais, on voit aussi l'utilisation de la chaux sous différentes formes. Elle est très efficace pour augmenter le pH en introduisant des ions carbonates qui vont capter ces ions H+. Exactement. La chaux peut être utilisée sous forme de calcaire ou de poudre de calcaire qui se mélange à l'eau pour former un lait de chaux. Ce lait peut être dosé intelligemment grâce à une pompe dosage et un système de mélange, ce qui permet de contrôler précisément l'augmentation du pH avant que l'eau n'atteigne les bassins de poissons. La notion d'une zone mixte me semble également cruciale. Quand des eaux de qualité différentes se mélangent, des fluctuations soudaines de pH peuvent créer des situations dangereuses, notamment la précipitation ou la transformation d'ions métalliques en complexes plus toxiques. Oui, tout à fait. On a vu dans les études que, par exemple, lorsque l'eau provenant d'une source différente se mélange à l'eau d'un bassin, il y a un risque que des complexes d'aluminium se forment de façon inattendue. Cela est très critique en élevage intensif. Ouais, d'ailleurs, dans ces systèmes,
Il faut prévoir un temps de rétention pour que les agents ajusteurs comme la chaux puissent se dissoudre correctement et éviter ces zones de mélange instables, non? Exactement. Sans un temps de rétention suffisant, les réactions chimiques n'ont pas le temps d'aboutir. Et tu as alors un risque de toxicité par la présence d'ions non neutralisés ou de complexes instables. C'est, comme laisser du ciment mal mélangé, ça ne va pas prendre correctement. Très bonne analogie. Parlons aussi de la méthode utilisant l'eau de mer, qui a une forte capacité tampon grâce à ses ions bicarbonate et carbonate. Oui, l'ajout de 2 à 4% d'eau de mer dans l'eau douce peut non seulement augmenter le pH, mais aussi améliorer la capacité de l'eau à résister aux fluctuations. Cependant, il faut rester vigilant car l'eau de mer peut contenir des micro-organismes pathogènes et des algues toxiques, et il est donc recommandé de la désinfecter avant usage. C'est vrai, et on a vu que certains systèmes préfèrent utiliser des eaux de mer provenant de puits d'eau souterraines qui sont généralement moins chargés en micro-organismes pour réduire ce risque. Exactement. C'est une bonne stratégie pour éviter ces problèmes sans compromettre l'ajustement du pH. D'autres approches, comme l'utilisation d'hydroxyde de sodium, la soude caustique, existent aussi, mais elles nécessitent beaucoup de précautions. Oui, parce qu'avec l'hydroxyde de sodium, il est facile de dépasser la dose sécuritaire et d'obtenir un pH trop élevé, ce qui finit par être tout aussi dangereux pour les poissons. Et il est très corrosif pour les équipements métalliques. Oui, et c'est exactement pour cette raison qu'on privilégie souvent la chaux ou les composés carbonatés, puisque non seulement ils ajustent le pH, mais ils améliorent aussi la capacité tampon de l'eau, assurant ainsi une meilleure stabilité sur le long terme. Donc en fait, nous avons plusieurs méthodes pour ajuster le pH. L'utilisation de chaux en mode liquide ou en filtre à coquille de sable, l'ajout d'eau de mer et l'action de l'hydroxyde qui doit être maîtrisée avec soin. Ça vous fait dire que l'ingénierie de l'eau en aquaculture, c'est vraiment un art très précis. Absolument. C'est un équilibre entre réactivité chimique et contrôle mécanique. Le choix de la méthode dépend non seulement de la source d'eau, mais aussi du type d'espèce élevée, de la densité de poissons et même de la variabilité saisonnière du pH. En effet, en période de fonte des neiges ou suite à des pluies acides, on observe parfois une chute brutale du pH qui peut causer de graves problèmes. La flexibilité des systèmes d'ajustement se révèle alors essentielle pour prévenir des incidents catastrophiques. Exactement. Et l'ingénierie aquacole moderne intègre souvent des systèmes de contrôle automatique, comme des capteurs de pH qui, couplés à des pompes de dosage, permettent d'ajuster rapidement le traitement chimique avant que l'eau ne pénètre dans les bassins. C'est impressionnant de voir jusqu'où la technologie peut aider à maintenir cet équilibre. Cependant, je me demande si, malgré toutes ces avancées, on ne risque pas de trop compter sur la technologie et d'oublier l'importance d'une surveillance régulière sur site. Tu soulèves un point important. La technologie ne remplace pas, l'expertise du gestionnaire d'aquaculture. Il est essentiel de surveiller régulièrement les paramètres et de comprendre les réactions en chaîne qui peuvent se produire dans ces systèmes, même avec des dispositifs automatiques. Exactement. En fin de compte, la stabilité de l'environnement aquacole repose sur une bonne compréhension des principes chimiques de base, comme le système carbonate, et sur l'aptitude à adapter les méthodes d'ajustement au contexte spécifique du site. Oui, et c'est cette combinaison de science, de technologie et de gestion pratique qui permet d'assurer une aquaculture durable et productive. Chaque composant, du pH à l'alcalinité, joue un rôle déterminant dans la santé des élevages. Pour conclure, cet échange nous rappelle que la régulation du pH en aquaculture va bien au-delà d'un simple ajustement chimique. C'est une véritable coordination entre réactions chimiques, système mécanique et surveillance constante. Exactement. Et j'espère que cette discussion a permis d'éclairer les enjeux complexes et fascinants de l'ajustement du pH dans l'aquaculture.
Merci pour cet échange riche Oui. et stimulant. Merci à toi, c'était passionnant et instructif. À la prochaine pour de nouvelles découvertes dans le domaine de l'ingénierie aquacole.